Bonsoir tout le monde. Alors, l'association Les Hydrophiles vous propose ce soir une soirée qui s'intitule Quelles eaux boire, enfin quelle eau boire. Euh, la vocation de l'association, je le rappelle, c'est de défendre l'idée que sur le pays de Redon, on est vraiment légitime pour avoir un centre scientifique, culturel, économique et de développement soutenable sur la thématique de l'eau et qui aurait vraiment il y a vraiment un projet ambitieux à développer tous ensemble. C'est la vocation de l'association et de fédérer tout le monde. Donc tous ceux qui veulent nous rejoindre, il n'est pas trop tard. Ce soir, cette soirée, elle préfigure certainement le début d'une série, parce que le sujet de l'eau est vaste et vous allez pouvoir le constater ce soir. On va vraiment aborder un petit aspect. Donc dans un premier temps, on donne la parole pour faire un ancrage local sur cette thématique au collectif Sans pesticides de Macérac, qui va nous permettre de poser une problématique très locale. Ensuite, on a un invité, Yann Oliveau, que je laisserai se présenter, et qui va aborder l'eau de boisson, la qualité de l'eau que l'on boit. Voilà, de boisson. C'est son domaine spécifique. Bien, bonsoir à toutes et tous, et merci de votre présence. Donc, c'est le thème central de cette soirée, c'est la qualité des eaux de boisson. C'est ce que disaient vos organisateurs. Il y a au moins 3 grandes thématiques sur l'eau, parce que je travaille depuis 40 ans sur l'eau, qui intéressent le grand public. Le mode de gestion de l'eau, public-privé. La qualité de la ressource, mais c'est un autre débat, une autre conférence. Et la destination finale de l'eau étant le contact avec des êtres vivants et des humains. Moi, je m'intéresse à l'eau et la santé, et donc à la qualité des eaux de boisson. Alors ça, je l'ai décliné en 2007 avec ça. Voilà, La nature de l'eau. Donc c'est un ouvrage qui m'a pris 3 ans, et puis c'était 15 ans de questions sur l'eau, en disant je vais au moins ramasser les questions sur toutes les facettes de l'eau. Et vous ne pouvez pas imaginer que l'eau, c'est le sujet le plus transversal que je connaisse. Parce que si vous demandez à des gens en atelier de vous dire quelles sont les professions liées à l'eau de près ou de loin, eh ben, ça va du juriste au psychanalyste, au scientifique, etc., etc. Il y a au moins 40 ou 50 professions, oui, voilà, c'est mieux, qui s'intéressent directement ou indirectement avec leur jargon, et c'est des zones assez cloisonnées. Donc moi, ce qui m'a amené là, c'est la biophysique. Je fais des études sur la résonance magnétique nucléaire que vous connaissez à travers l'imagerie. Moi, je ne connais pas l'imagerie, je connais juste la spectro, mais c'est exactement la même technique. Et puis le déclic personnel, ça a été ce que j'ai appelé les benvenisteries, c'est-à-dire le dossier toujours aussi sulfureux 40 ans après de la mémoire de l'eau. Est-ce que ce liquide que l'on croit aussi banal a des propriétés de captage et de restitution d'informations? Et très vraisemblablement oui. Et je vous donnerai un certain nombre de clés. Donc depuis, il y a eu ce livre en 2007. Ensuite, beaucoup de conférences et d'ateliers. Mais sur toutes les facettes présentées dans le livre, en gros, c'est l'eau et l'homme, c'est-à-dire l'étymologie du mot en français. Et là, je vous donne une piste qui est assez comment dire, elle n'est pas anecdotique, je la trouve assez forte. Au Moyen-Âge, l'eau, on l'appelait Euve, E-W-E. Et on n'a conservé qu'un seul mot en français lié à cette racine. Donc Euve, c'est Ève, c'est la mère primordiale. On n'a conservé qu'un seul mot aujourd'hui en français lié à Ève. Quelqu'un a une idée? Dans votre cuisine? L'évier. Voilà. Donc l'étymologie, la symbolique, toutes les grandes traditions. L'eau, c'est la matrice originelle pour beaucoup de traditions.
Puis après, toute l'économie, comment les hommes gèrent l'eau, toute l'écologie, hein, avec la dégradation de la ressource un petit peu partout sur la planète, malheureusement. Ensuite, la deuxième partie, c'est l'eau et les sciences. Que nous disent savoir les physiciens, les chimistes et les biologistes de la nature de l'eau. Voilà. Et le troisième volet, qui est à peu près la moitié du livre, c'est, moi, mon thème favori, disons, c'est l'angle sanitaire, c'est-à-dire l'impact qu'a l'eau que nous consommons tous les jours sur notre état de santé. Alors, avant de plonger, eh ben, je vous propose de faire connaissance avec l'eau. Vous allez voir de manière assez surprenante, puisque ce n'est pas forcément très académique, mais c'est très étayé ce que je vais vous dire. Donc, je vais commencer par l'aspect physico-chimique, en quelques diapositives. Et donc, on l'a souvent appelé aqua simplex, et il n'y a rien de plus faux, puisque n'importe quel chimiste qui connaît vraiment son métier vous dira « Je ne connais pas une molécule aux propriétés plus complexes que l'eau. » Ça n'existe pas. Et les gens sont surpris parce qu'il y a la banalité d'usage. On ouvre le robinet, l'eau, c'est simple, c'est H2O. Ah non, c'est surtout pas H2O. Vous allez voir que c'est beaucoup plus complexe que ça. En tout cas, c'est une soixantisaine, je ne sais pas si ça se dit, 70 à 80 anomalies. La principale, un enfant, il la comprend. Si vous prenez une substance, que vous la densifiez, elle coule. Elle est plus dense. L'eau fait exactement l'inverse. Et heureusement que la glace flotte sur l'eau, sinon, tout simplement, la vie ne serait pas possible sur Terre. Et ça forme une carapace, hein, et en dessous, c'est pas 0 degré. Mais c'est grâce aux propriétés inhabituelles de l'eau, complètement anormales de l'eau, que la vie existe sur notre planète. Voilà, donc moi, je l'ai appelé aquacomplexe. Et ça me semble justifié. Cette substance, elle a mis 2400 ans à peu près à changer de statut. C'est-à-dire que du temps des Grecs, mais pas que des Grecs, hein, c'était un élément chimique au même titre que la terre, l'air et le feu. Et puis, il a fallu attendre Lavoisier pour qu'on sache que l'eau était composée de deux gaz, hydrogène et oxygène, mais on n'avait pas la formule, hein. C'était HO. Pour arriver à la théorie moléculaire, 150 ans après, pour arriver enfin à la formule H2O. Si je vous dis ça, c'est parce que quand on passe d'un statut d'élément à molécule, pour moi, c'est très clair. Un élément se respecte beaucoup plus qu'une molécule. Une molécule, c'est de la science, c'est banal. Quand on considère à nouveau l'eau comme un élément, d'emblée, pour moi, on a plus de respect pour l'eau. Alors, j'ai mis au-delà de nos représentations, puisque tout ce que vous voyez, je n'aurai pas le temps de développer, mais c'est pour vous indiquer que ce que vous considérez, c'est plutôt à gauche. Considérez la matière. Vous voyez l'eau, une gouttelette d'eau sur une table ou sur un support quelconque, comme statique. Vous la croyez pure et vous la croyez liquide dans le corps. Ben, vous avez tout faux, comme moi j'ai eu tout faux à un moment. Hein. C'est-à-dire que tous les scientifiques oublient que notre matière, c'est 99,999% de vide, et que les scientifiques ne considèrent pas les 99,999% de vide. Si on prend maintenant à l'échelle de l'univers, les missions satellitaires qui mesurent le rayonnement fossile du Big Bang nous disent dans l'univers, il y a moins de 5% de matière sur lesquelles les petits humains s'accrochent. 5%. Le reste, c'est 25% de matière dite noire dont on ne connaît rien. Et il reste 70% d'énergie noire dont on ne connaît rien.
Donc l'humain, 95% de l'univers, les scientifiques ne savent pas de quoi c'est fait. Et on s'accroche sur les 5%. Et dans les 5%, il y a 99,9% de vide. Or, si vous ne prenez pas le vide en compte, bah, vous ne pourrez pas voir le plein et les propriétés. Et même si ce n'est pas le débat de ce soir, la sulfureuse mémoire de l'eau, tant qu'on recherchera dans la matière, on ne trouvera rien. C'est le vide. Parce que le vide, il est plein. Toutes les traditions ont dit que le vide était plein. Donc c'est un mauvais terme. Et la preuve, c'est qu'on mesure une résistance dans l'univers, ce qu'on appelle une impédance. S'il n'y avait rien, ce serait zéro. D'accord ? Donc le vide est plein. C'est ce que toutes les traditions ont dit, à travers le terme de éther, A-E-T-H-E-R. Il y a un mot en français qui désigne un espace où il n'y a ni mouvement, ni photon, ni particules, si vous voulez, ben c'est le néant. Mais pas le vide. Voilà. Donc, on comprend beaucoup de choses à travers le vide. La goutte d'eau statique, elle ne bouge pas. Oui, à votre échelle. Mais si je me place à l'échelle de l'eau, en espérant que ça marche, à travers une modélisation, voilà ce que j'ai. C'est-à-dire que j'ai à peu près l'équivalent de ma goutte d'eau, des milliers de molécules. C'est un programme informatique qui fait ça, mais c'est comme ça qu'on approche au mieux le comportement de l'eau. En dessous, c'est du silicone, c'est une matière qui repousse l'eau. Et vous voyez que c'est la ruche. Ce n'est pas du tout l'aspect statique que vous voyez à votre échelle. Donc si on se place à l'échelle de l'eau, c'est difficile d'imaginer que la table est vibre. Hein. À l'échelle moléculaire, à l'échelle atomique, la table est vibre, la matière est vibre. Alors que nous, on la voit statique. Bien, et je vous expliquerai dans la diapo suivante que en fait, les molécules d'eau, elles sont liées par des liaisons qui ont une durée de vie de 10-12 secondes. C'est mariage et divorce toutes les 10-12 secondes. Vous n'imaginez pas que nous, on a des réflexes à la milliseconde, hein, à 10-3, là c'est 10-12. Donc c'est un remaniement permanent. Troisième paramètre, l'eau pure. Maintenant, l'eau pure, c'est une pure construction mentale, justement. Puisque l'eau est toujours en interface avec le contenant, avec l'air, hein, l'interface entre l'eau et l'air. Et puis, il y a 3 interfaces au sein de l'eau, alors que beaucoup de gens ont du mal à trouver les 3. Hein. La première, elle est évidente, parce qu'on n'a pas trop le temps, c'est tout ce qui est chimie. Chimie de synthèse ou chimie naturelle, hein. C'est-à-dire des sucres, des acides aminés, des vitamines et plein d'autres substances que l'eau va dissoudre. Vous avez l'interface bactériologique. Une eau, elle a un microbisme. Elle contient des microbes, sauf à la stériliser. Et la troisième interface, c'est la biophysique. C'est-à-dire qu'un certain nombre d'ondes sont collectées par l'eau, sans doute stockées et restituées. D'autres pas. Hein. Par exemple, l'eau, vous le verrez, c'est très très concret hein, sur notre santé, l'eau adore les infrarouges. Et quand vous avez des problèmes cardiaques et vous faites un sauna avec une température pas très élevée, c'est extrêmement favorable à votre cœur. Donc l'eau a beaucoup d'affinités, notamment avec les infrarouges. Voilà. Et la dernière, c'est Waterman. On raisonne là en poids ou en volume, 70% d'eau. Vous voyez, le Waterman, il est transparent. Puis c'est un copain graphiste qui travaille sur l'eau, Rodolphe Forget, qui me dit « mais c'est complètement faux cette représentation. Moi, quand je me coupe, c'est pas transparent, c'est rouge. » Ben oui, c'est rouge. Et puis, il y a plein d'autres structures à l'intérieur de l'eau, donc ça ne peut pas être uniforme et ça ne peut pas être transparent.
Donc voilà, il a fait une autre représentation de Waterman avec ses 70% d'eau. Alors vous allez voir, c'est une grande densité d'informations, vous n'allez pas tout comprendre, c'est pas grave, il y aura des questions, c'est normal, hein, mais je me centrerai sur l'essentiel. Si je dois dresser un portrait hydrique de l'eau, j'y vois à gauche 6 caractéristiques. Elle est polymorphe. Elle ne serait certainement pas à la bête formule H2O. Pourquoi ? Parce que pour faire court, il y en a d'autres. Vous avez l'hydrogène que vous connaissez de nom, mais vous avez 2 sortes d'hydrogène, plus ou moins lourds, le deutérium et le tritium, qui vont donner l'eau tritiée des centrales nucléaires. Donc vous avez 3 hydrogènes différents. Et vous avez 3 oxygènes différents, qu'on désigne par leur numéro 16, 17 ou 18. Et il y en a au total 19. 19 oxygènes différents. On prend que les 3 les plus stables. Ça veut dire très concrètement que dans une goutte d'eau de pluie, vous avez 18 sortes d'eau. Vous pouvez avoir de l'eau de terrier, D2O. Vous pouvez avoir H2O. Vous voyez, un hydrogène, un deutérium, un oxygène. Vous avez 18 combinatoires possibles, dont l'eau tritiée des centrales nucléaires. Voilà, qui, elle, est radioactive. Donc, elle ne peut pas se réduire à la formule H2O. Elle est polaire, parce que là, vous l'avez sur une autre diapositive. Vous voyez la tête de Mickey, là, à l'envers, l'oxygène en rouge et les 2 hydrogènes. Et il y a un partage d'électrons entre ces 3 atomes. Seulement, l'oxygène en rouge, il tire la couverture électronique à lui, plus à lui que par rapport aux 2 hydrogènes. Les électrons étant négatifs, du côté oxygène, en rouge, c'est plus négatif. Et donc, les 2 hydrogènes sont positifs. Ça veut dire que c'est une molécule qui est polaire. Elle a 2 plus et 2 moins. Alors ça va lui permettre de dissoudre énormément de substances, puisqu'elle est polaire. Alors quand elle rencontre quelque chose qui n'est pas polaire, un gaz par exemple, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle forme une cage autour, comme les fameux hydrates de méthane qui sont relargués par le dégel des terres glacées en Russie et ailleurs. Voilà. Donc, c'est un grand solvant. Dynamique, je vous l'ai expliqué, hein. C'est statique à votre échelle, mais l'eau, si vous ne la considérez pas comme dynamique, vous ne pouvez pas comprendre l'eau. Interfacial, je vous l'ai illustré par le vert avec les 3 grandes interfaces, hein, par rapport au contenant, les 3 interfaces à l'intérieur de l'eau et l'interface avec l'air. L'eau est cohésive. Regardez des gouttes de pluie des gouttes d'eau de pluie sur un carreau. Hein. Elle ne cherche qu'à une chose, c'est à se rejoindre, donc à revenir à une cohésion. Et puis le grand débat aussi, c'est la valeur informative de l'eau. Et vous verrez plus loin, nous sommes plus de 99% de molécules d'eau, malgré un aspect solide. Et on se dit, c'est juste pour faire du remplissage, les 99%. Forcément qu'elle a d'autres rôles beaucoup plus majeurs que du remplissage et de charrier des nutriments et de nous débarrasser des déchets. Hein. Donc vraisemblablement, même si c'est très débattu, l'eau a une valeur informative. J'en viens aux échelles. Ce qu'il faut retenir, on le verra pour les systèmes de filtration de l'eau, c'est qu'une molécule d'eau, c'est environ 0,3 nanomètres. Alors nanomètre, on est à moins 9. Donc, on a, par exemple, on a le mètre, ensuite millimètre, c'est moins 3, micro, c'est moins 6, nano, c'est moins 9, et puis on a pico, moins 12. Donc, 0,3 nanomètre, c'est vraiment minuscule, hein. C'est le diamètre moyen. Et est illustré ici, même si vous ne voyez peut-être pas grand-chose à cause de la lumière sur l'écran. C'est ce que je vous expliquais, la polarité de l'eau avec les 2 hydrogènes.
Non, la flèche n'apparaît pas. Bon, c'est pas grave. Alors, ce qui est important de considérer, c'est que l'hydrogène en bas ici, il est de polarité positive. Le plus attirant le moins, il va être attiré par l'oxygène d'une molécule voisine. Et donc vont se former des liaisons chimiques de très faible énergie qui sont faciles à se briser, mais à se reformer aussi, que sont les liaisons hydrogènes. D'où mariage et divorce toutes les 10-12 secondes. C'est-à-dire que ces liaisons ont une durée de vie moyenne à température ambiante dans ce verre d'eau de 10-12 secondes. Donc le réseau à l'intérieur du verre d'eau, il est en remaniement permanent. Hein, vous imaginez ce que c'est 0,110 secondes. C'est absolument pas à notre échelle. Et encore une fois, c'est tout à fait dynamique à l'échelle de l'eau. Alors, voilà les 3 états macroscopiques que vous avez appris à l'école. L'eau, elle est soit gazeuse, avec une densité moindre, soit liquide, bien sûr, soit avec une plus grande densité moléculaire, le solide, la glace. Mais ça, c'est à notre échelle d'humain. À l'échelle de l'eau, c'est complètement différent. Vous avez les 3 interfaces dont je vous ai parlé. On va laisser tomber l'eau quantique parce que c'est une eau de laboratoire avec d'autres molécules, mais elle a bien des propriétés particulières. Mais je vous reparlerai à la fin de manière très concrète de la découverte d'un Américain, Gerald Pollack. Là. Je vais vous le montrer tout de suite d'ailleurs, parce que le livre a enfin été traduit en français, et ça fera partie des ouvrages que je vous recommanderai. Le 4e état de l'eau. Ni liquide, ni solide, ni gazeux. C'est l'eau IZ. Alors, IZ, pourquoi? Eh bien, parce que, vous voyez, il n'y a pas de pointeur. J'en ai pas amené, moi. Non. Bon. Vous voyez la membrane hydrophilique au milieu, à gauche, là. Donc, c'est une membrane qui attire l'eau. Et Gerald Pollack, il a mis de l'eau avec de minuscules billes de polystyrène colorées. Juste pour qu'on voit. Ça n'a aucune action chimique. Hein. Et puis, il a constaté qu'il avait une première couche d'eau très pure, c'est-à-dire que toutes les billes de polystyrène, elles sont sur la droite, la bulk water, la masse de l'eau. Puis vous avez une zone ici qui, elle, on ne voit pas de billes, c'est pas coloré. Bon, c'est des millions de molécules, hein, qu'il appelait IZ, Exclusion Zone Water, zone d'exclusion de l'eau. Et vous voyez que ce qui est intéressant au passage, nous, on se centrera sur l'aspect biologique, mais IZ Water, il y a un moins, et Bulk Water, il y a un plus. Ça vous dit quoi? Un plus, un moins, bah, c'est des batteries. Hein, voilà. À cause de la polarité. Donc cette eau IZ Water, elle existe chimiquement, mais vous verrez aussi qu'elle existe dans nos cellules. On quitte le monde de la physico-chimie et on va parler de l'eau biologique. Alors, on va commencer par les compartiments liquidiens de l'organisme. En clair, si on raisonne en poids de 60-70% en poids d'eau, eh bien, les 2/3 de votre eau est à l'intérieur de vos cellules. Le tiers restant est à l'extérieur, c'est le sang et la lymphe. Et je ne vais pas m'attarder sur les courbes, mais il est indéniable qu'en vieillissant, on se déshydrate inexorablement. Mais comme il y a de l'eau intracellulaire à l'intérieur des cellules et de l'eau extracellulaire, on peut se demander, il y a des différences entre hommes et femmes à droite, c'est que l'eau intracellulaire, elle ne varie quasiment pas parce que ce serait mortel pour les cellules. Ce qui baisse dans notre eau totale, c'est l'eau extracellulaire, et notamment l'eau des tissus conjonctifs, celle qui est liée au collagène dans l'épiderme et le derme.
Voilà. Mais nous, on va plutôt se centrer sur l'eau intracellulaire. Alors, nous sommes des êtres hydriques. Donc, vous voyez la représentation assez jolie, mais assez fausse, en haut, avec de l'eau liquide et transparente, et le Waterman de Rodolphe Forget, qui est bien plus proche de la réalité. Et maintenant, de quoi, en termes de chimie naturelle, de quoi sont faites nos cellules et les bactéries? Parce qu'on oublie on est revenu sur le chiffre, hein. On oublie que nous avons 10 fois plus de bactéries que nous sommes faits de cellules. Et donc, ces bactéries ont de l'eau, hein. On ne peut pas parler que de l'eau à l'intérieur de nos cellules. Et on va voir que ce soit à l'intérieur de nos cellules ou à l'extérieur, eh ben, nous sommes plus de 99% d'eau en nombre. Pas en poids, pas en volume, en nombre. Et voilà le tableau, mais je vais vous le commenter très rapidement. Alors, pourquoi en nombre et pas en poids, en volume? Eh bien, c'est le chimiste qui travaille sur l'eau, Marc-Henri, là, qui nous dit, mais non, un poids, c'est quand vous avez un objet qui est statique. Quand vous faites une recette de cuisine, vous allez peser 750 grammes de farine. Ça ne bouge pas, vous allez utiliser le poids. Et puis, vous avez votre bouteille de lait et vous allez mettre 1 demi-litre de lait. Ça ne bouge pas, donc on va utiliser le volume. Mais quand ça circule, quand ça bouge, quand c'est en mouvement, là, on va faire comme un enfant, on va compter. Et donc, on va raisonner en nombre. Et là, dans le tableau que vous avez en haut, vous avez toute la chimie qui est présente dans une de vos cellules. Donc, on se doute qu'il y a de l'eau, il y a des ions, c'est-à-dire des minéraux, il y a des acides aminés qui vont constituer les protéines, il y a les sucres, il y a les lipides, il y a l'ADN, qui contient l'information génétique, les ARN, les sucres complexes que sont les polysaccharides. Et si on fait le calcul avec le poids moléculaire, la masse et le nombre de moles, nous sommes plus de 99,2% d'eau. Et ça, le mental, il ne peut pas avec ça. Parce que vous avez un aspect solide, vous dites quoi? Oui, parce que vous avez une représentation de l'eau liquide dans votre corps. Mais à part la partie circulante, l'eau dans votre corps, elle n'est pas liquide, hein. Elle n'est ni solide ni liquide, c'est plutôt un gel. Voilà. Donc, nous sommes 99% d'eau. Et ce chiffre-là, il est très difficile à intégrer pour votre mental. En gros, vous allez voir dans une diapo suivante, mais je ne dévoile rien. En gros, on est de l'eau et des ions, un peu de protéines et de l'ADN pour le codage. Alors, ici, je me déplace. Ici, vous avez ce qu'on voit dans un microscope électronique d'une cellule en haut. Ici, c'est la paroi du noyau. Vous voyez le noyau en violet, là, avec tout le matériel génétique. Et puis, tous les différents organites et éléments moléculaires que vous avez. Et ça, c'est la représentation d'un artiste qui a coloré de manière différente les sucres, les protéines, les lipides. Ça, microscope électronique, très haute résolution, très bien. Et on se dit, ben voilà, une cellule, c'est fait comme ça. Ouais, sauf qu'il en manque 99%. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'eau. Parce que pour faire une photographie en microscope électronique, il faut enlever toute l'eau. Donc vous voyez que le squelette. Et donc, ça n'a l'air de rien, mais tous les manuels qui forment les médecins dans le monde, toutes les professions paramédicales, y compris les naturopathes, tout ce que vous voulez, ils voient une vision de l'eau complètement anhydre. Enfin, une vision, pardon, de la biologie complètement anhydre. Il n'y a pas d'eau. Or, c'est 99%. Vous imaginez aller voir votre médecin, vous vous intéressez à mes 99% ou... Hein? Bon, alors vous me direz, l'eau dans la cellule, bon, elle est où? Eh bien, elle percole.
C'est-à-dire qu'elle entoure à peu près toutes les structures. Ici, j'ai indiqué des protéines, mais l'ADN, par exemple. Il y a 3 formes d'ADN connues. Il y en a un qui est hydraté à 95%. C'est un schéma que vous ne verrez jamais dans un manuel de biochimie. Vous ne voyez que le squelette du gène, que les bases. Vous ne voyez pas les 95% de molécules d'eau sans lesquelles votre gène ne peut pas s'exprimer. Vos protéines sans eau, elles ne peuvent pas fonctionner. Et c'est comme ça partout. C'est un déni de l'eau et du rôle de l'eau qui est proprement hallucinant. Alors, je vous disais qu'elle percolait un petit peu partout. Et en gros, donc, il faut retenir que c'est ni liquide, ni solide, c'est plutôt un gel. Et j'ai représenté ici deux protéines. Il y a une sorte de gang d'eau, de 2 couches d'eau, en moyenne, qui entoure cette, et qui se renouvelle bien sûr, qui entoure cette protéine. Donc c'est plutôt un gel. Et donc c'est pas, qui dit gel, c'est pas comme dans un verre d'eau, c'est pas liquide, c'est pas circulant, c'est pas mobile, beaucoup moins. Voilà. Sauf dans les cellules cancéreuses. Elles sont hyper hydratées et c'est une eau beaucoup plus mobile que dans les cellules normales. Bon, cet élément-là, au passage, on n'en a jamais rien fait. C'est connu depuis les années 70. Alors, je vais traduire pour ceux qui... Voilà, c'est un peu caricatural, mais l'humain, c'est 90% d'eau, c'est basiquement des concombres avec de l'anxiété. Je ne l'ai pas inventé, j'ai trouvé ça un jour. Alors, quelles sont les sortes d'eau qui existent en biologie? Et c'est la même chose en physique-chimie. On considère aujourd'hui qu'il coexiste 2 sortes d'eau. Qu'il coexiste. Une eau de haute densité à gauche et une eau de faible densité à droite. Donc c'est pour ça que vous voyez, j'ai mis un chevalet avec un équilibre pour signifier l'équilibre. Quand les cellules sont au repos, vous voyez le mot quiescence, eh ben, c'est le plateau de droite qui est dominant. Donc c'est une eau de faible densité, vous voyez 0,91 g par litre, et qui est majoritaire dans les cellules au repos. Et puis quand la cellule va se diviser, ce qu'on appelle les mitoses, dans bon nombre de maladies, notamment les cancers, le vieillissement, eh ben, on va basculer vers le plateau de gauche, la haute densité, vers une eau plutôt de haute densité. Et puisque je prépare sans doute un livre sur eau et cancer, eh bien, quand le cancer s'est installé, eh ben, le plateau, il va rester à gauche. Et on a, outre les différents traitements, mais on a aussi des moyens de restructurer l'eau, ce qu'on devrait faire en plus des traitements, parce qu'encore une fois, dans les cellules cancéreuses, elles sont hyper hydratées par rapport aux cellules normales, et elles sont beaucoup plus... C'est une eau qui est majoritairement plus mobile, ce n'est pas une eau interfaciale. Voilà, et donc on connaît des acides aminés, on connaît certaines vitamines ou certains minéraux qui vont restructurer l'eau, et c'est ce dont ont besoin ces cellules anormales. Les principaux rôles de l'eau dans le corps, transporteur, ça va livrer les molécules de notre repas qui a été décomposé, les sucres, les acides gras, les acides aminés, les minéraux, etc. Ça va nous débarrasser des déchets, comme l'urée, par exemple, déchets des protéines. C'est un régulateur. L'eau régule la température corporelle. C'est un architecte, on l'a vu, puisqu'elle structure les protéines et l'ADN, par exemple. Et c'est un transducteur, elle va permettre des réactions chimiques. On a des enzymes dans le corps qui nous permettent de modifier certaines molécules.
Ça, ce terme-là, vous le connaissez. Et parmi les enzymes, il y a une famille qui s'appelle les hydrolases. Donc, c'est des enzymes qui fonctionnent avec l'eau. Et puis, le rôle de messager, dont je vous ai un petit peu parlé, quel pourrait être le rôle de messager d'information, pas seulement biochimique, mais peut-être biophysique, la mémoire de l'eau, à travers le corps. Ça, c'est 40 ans que je me passionne aussi pour ça. Alors, sur l'eau et les pathologies, eh bien, on en tient peu compte, hein. Vous imaginez que dans les œdèmes, il y a un excès d'eau, l'épilepsie aussi, avec une fuite de potassium. Les migraines, c'est plutôt une déshydratation. Hyperthyroïdie, une réduction de l'eau, hypothyroïdie, l'inverse. Et puis, il y a l'aspect quantitatif. Donc, il y a un médecin iranien qui est décédé aujourd'hui, Batman Gelic, qui, lui, a écrit un livre traduit en français « Votre corps réclame de l'eau ». Il nous dit nous sommes tous des personnes sous-hydratées. On ne boit pas assez, on ne s'hydrate pas assez. Bon, et cette question de la combien boire, on viendra à la fin. Vous allez voir qu'il y a différentes versions et que ça dépend à peu près de chacun. En revanche, dernière interrogation qui, moi, me passionne, puisque ça va peut-être finir par un livre, l'eau est au moins questionnée dans toutes les maladies neurodégénératives, puisque c'est des défauts de structure des protéines, Alzheimer, Parkinson et compagnie. C'est des protéines qui sont mal conformées, qui ont une forme anormale. Et comme l'eau participe à la forme, soit par affinité, soit en repoussant, eh bien, on peut se dire qu'il y a l'eau qui est derrière ce type d'interrogation. Comment ça, on n'en sait rien. Pour les thérapeutiques cancéreuses, moi, je vous ai dit qu'il fallait restructurer l'eau de ces cellules parce qu'elle ne l'est pas. Alors, on en vient au morceau principal et aux eaux de boisson. Alors, j'ai commencé justement par faire le lien d'où vient votre eau, que ce soit en bouteille ou du robinet. Eh bien, elle vient des eaux brutes. Et que ces eaux brutes, plus elles seront protégées, plus on aura une qualité des eaux brutes, plus on protégera les captages, mieux on se portera, mieux on aura une eau de meilleure qualité au robinet. Et vous voyez, mieux vaut prévenir que guérir à droite, hein. 1 euro en prévention, 10 euros en traitement. Voilà. Il faut effectivement à tout prix faire le lien entre d'où vient l'eau et l'importance de se mobiliser collectivement, si possible, pour la qualité des eaux brutes. Alors, il y a encore une ou deux informations, 10% de captage dégradé. Mais soit on a des pollutions ponctuelles industrielles, des cuves renversées avec des acides ou d'autres solvants, par exemple. Et puis, en agriculture, on a les pollutions diffuses, c'est-à-dire les pesticides et les pesticides, nitrates et compagnie. Et là, tout le débat est là, en disant oui, mais les normes sont sûres, etc. Vous alarmez les gens. Oui, sauf qu'il y a vous allez voir, il y a des synergies entre les polluants. Ça agit à très faible dose, parce que certains des pesticides sont des perturbateurs endocriniens. Donc, il ne faut pas qu'on nous la fasse à l'envers, parce que c'est faux. Et j'ai terminé par ça. Ouais, c'est un peu loin à dire, mais sur l'évaluation du risque, la protection face au risque, etc. Encore une fois, c'est capital de se battre pour la préservation de la ressource en eau. Et Dieu sait si elle souffre partout sur la planète, hein. Mais ça, c'est un débat pour moi à part entière, hein. Alors, je vais insister sur les deux petits carrés verts. Quand vous regardez sur Internet combien
un homme, une femme consomment en France d'eau? Vous allez trouver 150, peut-être un peu plus aujourd'hui, 200 litres d'eau. On est très très loin du compte. Ça n'est que l'eau que vous voyez, celle qui coule à votre robinet. C'est que 2% de l'eau que vous consommez tous les jours. Et en fait, ce n'est pas 150 litres d'eau, c'est pas 150 litres d'eau, c'est pas loin de 5000 litres d'eau que nous consommons. Ah. D'où viennent les 98%? C'est l'eau des aliments de votre repas de ce soir. C'est l'eau qui a servi à fabriquer vos vêtements, votre voiture, votre ordinateur, ce qu'on appelle l'eau virtuelle. Eh bien, c'est 98% de l'eau que vous consommez. Donc, c'est un terme économique, hein. Il y a une balance de l'eau virtuelle dans le monde. Voilà. Donc, nous, on va s'intéresser à la qualité des 2%. Et dans ces 2%, l'eau alimentaire qui ne représente que 3% par rapport principalement à l'eau qu'on utilise pour se laver ou pour les toilettes. Alors, la qualité de cette eau intérieure, en rappelant les 99%, conditionne forcément notre état de santé et dépend donc de la qualité de ce que j'appelle les eaux alimentaires. Les eaux alimentaires, c'est simple, ce n'est pas seulement les eaux de boisson, mais c'est aussi les eaux culinaires pour faire café, thé, soupe, tisane, etc. Et l'eau que vous trouvez dans vos aliments, la fameuse eau virtuelle. Tout ça, ce sont des eaux alimentaires. Alors, j'en ai rajouté un petit bout en disant ces eaux alimentaires, puisqu'elles constituent l'intimité de notre corps, ce qui nous constitue à 99%, eh bien, elles doivent être de grande qualité. Et surtout, vous voyez le terme en rose ou violet, elles doivent être biocompatibles, c'est-à-dire compatibles avec le vivant. Voilà. Et vous allez voir comment on peut évaluer ça. Quelle eau boire? C'est la grande question. Et puis, si vous ne l'avez pas vu, ce numéro de Biocontact du mois d'octobre, voilà, bon, ça fait un petit bout de temps que je collabore avec eux, tous les 2 ou 3 ans. Et là, bon, je sais à peu près ce qu'ils veulent, mais ils voulaient un titre simple. Bon, quelle eau boire? J'ai dit, ah oui, sauf à une condition. Je ne mets qu'une condition. Si vous mettez au singulier, vous trouvez quelqu'un d'autre que moi. Ça n'a aucun sens d'écrire quelle eau boire. Ça, c'est le grand travers pour moi d'Internet, c'est les généralisations, les essentialisations. Nous sommes des êtres fantastiques et uniques. Monsieur Durand, ce n'est pas Monsieur Dupont ou Madame Tartampion. Donc l'eau qui va vous correspondre ne va pas correspondre à votre voisin forcément. Donc ça ne peut s'écrire qu'au pluriel. Et ça participe de notre libre arbitre de choisir l'eau que l'on aime et que l'on veut boire. Donc nos goûts, hein, il y a des gens qui aiment des eaux acides, d'autres alcalines. Vous l'aimez plate ou vous l'aimez gazeuse? Avec beaucoup de minéraux, est-ce que la texture vous plaît, etc., etc. Et puis nos besoins varient en fonction de notre physiologie, homme-femme, de notre âge, de notre sexe, du climat, de notre activité professionnelle, etc. Donc il ne peut pas y avoir qu'une eau à boire. Donc les goûts et les couleurs ne se discutent pas et ce sont des choix singuliers. Alors les offres d'eau. Ces offres d'eau, en gros, on va parler des eaux dynamisées complètement à droite, c'est une catégorie un peu particulière, mais en gros, c'est réseaux, bouteilles et des eaux purifiées. Alors, une petite parenthèse sur les eaux en bouteille. Je dis aux gens, vous savez, moi depuis 40 ans, je passerai 8 heures par jour à corriger les bêtises que je vois sur l'eau à longueur de temps, quoi. Trouvez la matière plastique de votre bouteille d'eau. Il n'y en a qu'une.
c'est du polyéthylène terephthalate, avec le numéro 1, marqué en dessous, un triangle. C'est pas une autre matière, c'est pas une autre matière plastique. Donc c'est des gens qui n'y connaissent rien, qui font des copier-coller, qui ne vérifient aucune information. Donc vous n'avez qu'une seule sorte de plastique. Bien, et puis on va aussi parler bien sûr de la purification des eaux. Alors voilà les 3 critères, si je compare robinet à bouteille. Le critère économique, si je prends le prix moyen du mètre cube en France, comparé au premier prix d'une autre source en grande surface, c'est au minimum, l'eau de robinet est au minimum 40 fois moins chère. Ça va jusqu'à 400, 500 fois. Hein. Donc il n'y a pas de débat à avoir. Économiquement, c'est l'eau du robinet qui gagne. Et aussi écologiquement. Donc il m'est arrivé en 2009 de travailler à peu près 1 an avec la structure Biocop qui voulait arrêter les bouteilles en plastique pour dire qu'est-ce qu'on va mettre à la place. Bon. Et je me souviens d'une étude, et c'est ce qui m'a marqué, qui indiquait qu'en moyenne, c'était une étude économique, hein, en moyenne, c'est 300 km entre le point de prélèvement et la bouche d'un consommateur. C'est aberrant. Sans compter qu'on continue à plastifier la planète, y compris chez les bio. On ne devrait plus trouver de bouteilles en plastique. On ne devrait plus. Vous allez voir que les seuls contenants neutres pour l'eau, c'est le verre, le grès, des matières comme ça. Et les matières plastiques, non seulement il y a l'aspect écologique, mais on sait que c'est pas si sain que ça relargue des perturbateurs endocriniens, et ça on le sait malgré ce que les minéraliers, c'est-à-dire les vendeurs de bouteilles, nous disent. En tout cas, moi, c'est l'aspect écologique que je mets en avant, c'est d'arrêter de plastifier la planète, quoi. Et les bouteilles d'eau y participent. Bon, la principale source de plastification de la planète, et à peu de gens à le savoir, eh bien, mondialement, hein, c'est le lavage de nos textiles. C'est les microfibres de polyester et compagnie. C'est ça qui fait la masse des matières plastiques. Qu'on ne peut plus éviter. Hein. Si vous mangez des moules, vous mangez, par exemple, vous mangez une certaine quantité de matière plastique. Bref, le 3e terme qui fait débat, c'est la santé. Donc pour moi, il n'y a pas de question économique. Écologiquement, je vous ai dit objectivement ce qu'il en était, mais c'est le plan sanitaire qui fait beaucoup de débats. Voilà ce qu'on trouvait, je ne sais pas, peut-être en 2006, sur la mairie de Paris, la bataille qui a eu entre Cristalline, pour ne pas la nommer, et Haut-de-Paris. Hein, l'affiche, elle parle d'elle-même en faveur de l'eau du robinet. Qu'est-ce que l'on boit? Qu'est-ce que les Français boivent? Alors ça date de 2016. Ben, vous voyez que nous sommes des buveurs mixtes. C'est en haut à droite, à peu près 6 verres dans les foyers, 6 verres d'eau du robinet pour 4 verres d'eau en bouteille. C'est-à-dire que les gens mélangent les deux en fonction de ce qu'ils s'imaginent sur l'impact sur leur santé. On va venir très, très rapidement sur les législations et les normes. Ne vous effrayez pas, ça c'est pour votre cerveau gauche, il est fatigué ce soir, il a trop lu, il a trop... non. C'est de connaître le terme EDCH, c'est-à-dire qu'il y a une législation qui encadre la qualité des eaux, qu'elles soient en bouteille ou au robinet. C'est les eaux destinées à la consommation humaine. Et j'ai mis ça en vert, donc c'est les eaux du réseau, du robinet. Ce sont les eaux en bouteille, mais de source. Les eaux dites minérales, elles ont une législation à part, elles ont des propriétés médicinales que reconnaît l'Académie de médecine depuis plus d'un siècle, et une législation à part. Donc, eau du robinet, toutes les eaux de source et toutes les eaux de l'agroalimentaire. Toutes les eaux de process alimentaire. Ces EDCH, on a des limites de qualité.
Et donc, on a à peu près une cinquantaine de polluants que l'on dose, et puis on va définir une valeur seuil. Très bien. Ah ouais, et sur quoi ça repose notre valeur seuil? Ah ben, on a fait l'expérience sur des rats ou des souris. Ah ouais? Et alors un rat, c'est un humain? Ben non. Figurez-vous que toute la pharmacologie repose là-dessus. Il y a une association qui vous le démontre de A à Z, ou comme A plus B, antidote. Aucune espèce animale n'est le modèle toxicologique d'une autre espèce. Donc ce qu'on va trouver en toxicité chez le rat, c'est pas forcément vrai chez l'homme. Et oui. Et toute la pharmaco est basée là-dessus. Donc mieux vaut faire des cultures de cellules humaines, de foie, de neurones, etc., pour évaluer la toxicité. Mais c'est aberrant d'aller faire ça sur des rats. Aucune espèce. Alors moi, je me suis dit, est-ce que c'est vrai? J'ai regardé sur les PCB. J'ai pris tout, hein, les lombrics, les pigeons, les rats, des reptiles peut-être. Ça varie d'un facteur 10 à un facteur 3000. La toxicité, elle est différente selon chaque espèce. Donc on ne peut pas, en fonction de la toxicologie qu'on observe chez une espèce animale comme le rat ou la souris, on ne peut rien déduire sur l'homme, d'absolument certain. Or, ces 50 polluants et les seuils reposent sur des modèles animaux. C'est comme ça. Bon, et vous allez voir qu'il y a une deuxième grosse erreur. Alors vous voyez, pesticides, puisque vous en avez parlé, 0,1 microgramme par litre. Et d'où vient le... C'est vrai que pour les pesticides, hein. Pour le reste, c'est de la toxicologie animale. D'où vient le 0,1 microgramme par litre? Eh bien, c'est qu'à l'époque, où on a pondu ces normes, je ne sais pas, une soirée bien arrosée sur une nappe de restaurant, on se demande, hein, ben c'est que la sonde ne pouvait pas lire en dessous 0,1 microgramme. Voilà. Et c'est ça qui est censé protéger votre santé. Hein. Bon. Alors, ça fait dire que, puisqu'on vous dit une eau potable, soyez tranquille, c'est une eau qui peut être bue sans danger tout au long de la vie, sans nuire sans danger, sans nuire à la santé. C'est improuvable. Vous imaginez, il faudrait une cohorte de, je sais pas, de milliers de personnes du berceau jusqu'à la mort. Ça coûterait une fortune. C'est improuvable de montrer que l'eau dite potable n'est pas sans danger pour la santé. On peut juste se poser des questions. Alors, on le voit mal, mais les deux cercles, avec celui qui est en vert à gauche, qui représente la législation, et celui qui est en rouge à droite, qui représente la santé. Donc, une eau peut être potable réglementairement, oui, mais sanitairement, moi, j'ai de forts doutes. Hein. Et on vous dit, l'eau est potable, dormez tranquille. Ben non, je ne dors pas très tranquille, non. Voilà pourquoi je ne dors pas tranquille. Je vous ai parlé de la non-pertinence des modèles animaux. Alors, on définit une DL50, une dose limite 50, 50% des rameurs au bout de tant de temps. Bon, très bien, on a cette dose. On va appliquer différents coefficients divisés par 10, multipliés par... pour arriver à l'homme. Leurs normes reposent sur des nuages. Hein. C'est hallucinant, quoi. Quand on y réfléchit bien, c'est hallucinant. Alors, on prend 50 molécules toxiques comme référence. Mais dans les eaux brutes, il y en a combien? 1000, 10 000? Ça dépend beaucoup des endroits. Il y a des endroits où les eaux brutes, justement, sont extrêmement dégradées. Puis d'autres, comme peut-être à Tours, où c'est des eaux encore relativement de bonne qualité. Mais vous voyez, combien y a-t-il de résidus dans ces eaux brutes? C'est très variable selon les endroits, et on en prend 50. Bien sûr, parmi les plus dangereuses. Mais on est sur la pointe de l'iceberg. Hein.
Voilà. L'effet cocktail, ils ne connaissent pas, puisqu'on évalue les substances une par une. Les faibles doses, oh mais vous êtes dans l'homéopathie, mais je ne vous parle pas d'homéopathie, je vous parle des faibles doses de nos propres hormones. Pourquoi croyez-vous qu'il y a des gros programmes européens sur les perturbateurs endocriniens? C'est parce que les doses qu'on va trouver, elles sont très proches des doses émises par nos glandes endocrines. Oh, oh. C'est peut-être pour ça que les humains se reproduisent de moins en moins bien, ce qui n'est peut-être pas forcément un mal. Bon. Mais c'est vrai, partout sur la planète, on a la qualité du sperme humain. Voilà. Bon, perturbateurs endocriniens, c'est un énorme problème de santé publique. Énorme problème. Et la liste, on en est à 800 molécules aujourd'hui, hein, elle est sûrement loin d'être close. Et dernière chose, l'antibiorésistance. Alors là, on peut avoir donc des bactéries non pathogènes dans l'eau, mais porteurs de gènes d'antibiorésistance, et ça a été mesuré d'un point géographique à un autre. On sait que c'est l'eau qui vectorise ce transport de ces bactéries qui ne sont pas pathogènes, mais qui sont porteurs de gènes d'antibiorésistance. C'est 4300 morts par an, ou quelque chose comme ça, plus que les accidents de la route, hein, en France. Alors, les impacts sur la santé, je vais accélérer un peu, parce que j'ai beaucoup de choses à vous dire, mais il faut que je sois attentif à vos questions. Les impacts sanitaires. Donc, ces différents polluants, ils peuvent avoir des actions à terme, hein, cancérigènes, provoquer des mutations, impact sur la reproduction et le côté perturbateur endocrinien. Les grandes familles, ben, tout ce qui est métaux et métalloïdes, hein, les métaux dits lourds, le plomb, le mercure, le cadmium, l'antimoine, etc. Les micropolluants organiques, tous les pesticides, les hydrocarbures, les détergents, et puis il y a toute la famille des produits pharmaceutiques et des résidus hormonaux. Autre chose à ne pas perdre de vue, c'est parler des risques et des voies d'exposition. Parce que un risque, c'est un danger multiplié par une exposition. C'est-à-dire, le danger seul ne suffit pas. Si je suis au bord d'une falaise et que je ne m'expose pas trop près, je ne cours pas de risque. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, un risque, c'est un danger multiplié par une exposition. Et les voies d'exposition sont très importantes. Soit c'est inhalé, soit c'est contact cutané, soit c'est ingéré. Et le plus toxique, c'est certainement l'inhalation, parce que quand vous inhalez du chlore sous la douche, ça passe directement dans vos poumons et donc votre sang. Un pesticide ou une molécule toxique, ça passe à travers la peau, hein. Mais c'est déjà un cran en dessous. Ingérer, c'est le dernier cran, parce qu'il faut quand même passer toute la barrière digestive, dont le foie. Mais on voit bien pourquoi les pollutions de l'air sont très impactantes, hein, parce qu'il n'y a pas de filtre et c'est le contact direct avec les muqueuses. Bon, l'exemple du chlore, hein, ça a été mesuré à Rennes, puisqu'on a une école de la santé publique, elle est à Rennes. Il y a une douche expérimentale avec plein de capteurs. Ils ont montré qu'on inhalait 100 fois plus de chlore qu'on en boit dans l'eau, parce que c'est un gaz très très volatile. Et là, ça passe directement dans les poumons. Et je dis aux gens, ben oui, vous savez que les moniteurs de piscine, au bout de quelques années, hein, ils sont en retraite. Hein. Ils ont les poumons complètement ravagés, quoi, à force de respirer le chlore. Je vais passer certaines diapos parce que je vois l'heure qui tourne. Cette courbe, elle est quand même flagrante, hein, sur les maladies chroniques. Vous voyez, 1906-2013, mettons un siècle. Pays développés. Hein. Alors, les maladies infectieuses sont en haut à gauche. 18,9%, mettons 20.
voyez, un siècle plus tard, 2%. Dans les pays dits développés. Hein. Par contre, les maladies de civilisation, ben, c'est un facteur 10 dans le sens inverse. C'est-à-dire cancer, maladies neurodégénératives et maladies cardiovasculaires. Voilà, donc le côté infectieux, on en parle moins. Toujours est-il que, effectivement, les cancers, ben, on regarde les courbes, hein, ça flambe quand même, quoi. Dans les pays occidentaux, les diabètes aussi, les allergies aussi, les maladies neurodégénératives. Bon, et grosso modo, pour épargner, enfin pour aller plus vite, on me dit oui, mais alors considérons que de tous les polluants, la source c'est 10% par l'eau, 20% par l'air et 70% par les aliments. Très bien. Vous savez de quoi sont faits vos aliments à 99%? Ben oui. Donc l'eau, encore une fois. Alors, l'effet cocktail, je vais passer dessus, mais je vais vous montrer, parce qu'il paraît évident, que ça a été montré, c'est difficile à montrer, mais ça a été montré. Et vous vous souvenez de la liste des 40-50 polluants là, pour les EDCH. Certains ont une action linéaire, c'est-à-dire, c'est la courbe ici, à droite, le plomb. Plus vous mettez le plomb, plus vous avez d'effets toxiques sur des cellules ou sur un animal. Mais la plupart des autres, c'est des courbes comme le bisphénol A, qui est un perturbateur endocrinien. C'est ici. C'est une courbe qui est en cloche. Messieurs les scientifiques, vous mettez où un seuil sur une courbe en cloche? Vous êtes un peu guignol quand même, hein? Vous mettez un seuil, mais où est-ce que vous le mettez, votre seuil? Et certaines substances, c'est pire. C'est non seulement dans ce sens-là, ça repart dans le sens inverse. Et certaines substances, il y a 3 courbes. Aberrant. Les normes sont aberrantes. Voilà. Donc le bisphénol A, bah, vous connaissez peut-être de nom, hein. On en trouve partout, en dentisterie, les étiquettes caisses, l'intérieur des boîtes de conserve, etc. Bon, il y a eu l'histoire des biberons, mais les substituts au bisphénol A, c'est souvent pire. Alors, quelle qualité gustative et sanitaire? D'abord, tout ça, pour vous dire rapidement, parce que le temps file beaucoup plus vite toujours, c'est que le premier contact que vous avez avec l'eau que vous buvez, il est personnel et il est organoleptique. Le goût, l'odeur, la texture. Est-ce que vous aimez l'eau que vous buvez? Chacun, chacune. Ça commence par là. À tel point qu'il y a des grands comment dire, goûteurs de vin qui se mettent à goûter l'eau. Et nos grands amis de chez Veolia, vous voyez, ils ont une palette, hein, de goût et d'odeur. Et donc, elle est un peu plus restreinte. Mais il y a des goûteurs d'eau, hein, qui ne laissent pas passer l'eau si elle a un goût de terre, etc. Donc voilà, ça commence, avant la chimie, ça commence par se dire, est-ce que l'eau que je bois me plaît? Voilà. Pour moi, c'est une question simple, hein. Ensuite, on va avoir des critères, mais ne vous tracassez pas, je vais passer rapidement sur le pH, le potentiel redox, mais surtout la minéralité et la pureté de l'eau. Alors le pH, je vais passer très rapidement là-dessus. Le pH d'une eau n'a aucune incidence sur
sur le pH fondamental qui est celui de votre sang, 7,38, 7,42. Votre sang, s'il n'a pas un pH de 7,38 à 7,42, s'il est en deçà, au-delà, ou vous êtes à l'hôpital, ou vous êtes au cimetière. C'est des urgences médicales, les alcaloses ou les acidoses. C'est heureusement pas très très courant. Mais ça veut dire que pour que le sang puisse se maintenir entre 7,38 et 7,42, on a des systèmes tampons. C'est-à-dire des systèmes de réaction chimique qui font que si vous mangez trop acide, votre corps il compense en libérant des bases. Si vous mangez trop alcalin, il va mettre le plateau dans votre sens, il va fabriquer plus d'acide. Et donc le pH n'a aucune importance là-dessus parce que c'est neutralisé par votre acide gastrique, quel que soit le pH, même une eau assez basique, ce qui importe, c'est les carbonates dans l'eau. Parce que le premier système tampon qui permet de maintenir entre 7,38 et 7,42, c'est les ions carbonates dans l'eau. La preuve, quand vous avez mal à l'estomac, vous prenez du bicarbonate de soude. Vous compensez l'acidité par un produit très alcalin. Voilà tout ce que je vous ai expliqué. Ensuite, pour m'en tenir à peu près au temps, l'autre question, les minéraux. Alors là, vous voyez les interactions, vous prenez un antidouleur avant de lire le truc, parce que c'est d'une complexité effroyable entre ceux qui s'antagonisent, ceux qui marchent en synergie. Mais vous pouvez mesurer, alors on en vient à des choses très pratiques, hein. D'abord, on peut mesurer la minéralité de n'importe quelle eau, avec ce qu'on appelle un stylo TDS pour Total Dissolved Solid. Donc de l'eau de mer, une eau en bouteille si vous voulez, une eau du robinet, une eau filtrée, voilà. Et quelle serait la minéralité, puisque vous l'avez sur les étiquettes, hein, quelle serait la minéralité idéale d'une eau? Il y a peu de gens qui ont travaillé là-dessus, mais il y en a un de la bioélectronique de Vincent, Joseph Orzag, qui nous dit il ne faudrait pas consommer une eau trop pure, c'est-à-dire en dessous 10-15 mg. Elle est trop pure, c'est-à-dire qu'il n'y a pas assez d'autres éléments que l'eau pour structurer l'eau. Mais il est vrai qu'on mange. Et donc les minéraux, on va plutôt les trouver ailleurs. Ça, c'est vrai. Bon. Et je me suis dit, très bien, il y a au moins quelqu'un qui a défini un seuil plancher, qui a essayé de le faire. Et le seuil plafond, ce serait quoi? Lui, il vous dit à peu près un facteur 10. Ça veut dire que au quotidien, hein, je ne dis pas de temps en temps varier les eaux, au quotidien, il faudrait être entre une eau 10-15 mg jusqu'à un maximum de 200. Après, vos reins, à la longue, à mon avis, ils ne vont pas du tout apprécier. Et puis, on oublie une chose, parce que ce n'est pas connu, les transporteurs des minéraux. Il ne suffit pas d'avoir des minéraux. Encore faut-il qu'il y ait des transporteurs. Sinon, vous avez un colis chez vous, si vous ne faites pas appel à un transporteur, il restera chez vous. Et les transporteurs, c'est simple, ce sont certains acides aminés et les acides organiques faibles que vous connaissez, hein, l'acide citrique d'un jus de citron, l'acide acétique d'un vinaigre, l'acide orotique du petit lait ou du lactosérum, les acides humides, voilà. Donc, si vous mélangez des coquilles d'œufs pilées avec du citron, par exemple, et du lactosérum, du petit lait, le citron va vous former des citrates de calcium et de magnésium. Et le petit lait qui contient de l'acide orotique va vous former des orotates de calcium et de magnésium. Donc ça, vous pouvez en faire, c'est à peu près gratuit. Et vous pouvez en mettre dans votre eau si elle est très pure. Vous pouvez en mettre sur votre dentifrice, dans votre shampoing, etc. Vous fabriquez des minéraux biodisponibles pour quasiment rien. Voilà. Donc n'oubliez pas qu'il y a les transporteurs des minéraux. Alors si vous absorbez des minéraux sous forme brute, le sol minéral, il faut que votre corps il tape dans des transporteurs pour que ces minéraux puissent parvenir dans vos cellules.
Et dans toutes les eaux, les transporteurs, on les a enlevés. Ce qui est logique, hein, que ce soit des eaux en bouteille ou l'eau du réseau, on enlève la matière organique quand on potabilise l'eau. Donc la matière organique, ce sont les acides humiques. Donc il n'y a plus que les minéraux. Toutes les eaux, ce qui est absent, ce sont les transporteurs. Donc on va voir si vous filtrez votre eau, ben, vous rajoutez non seulement, si elle est très pure, votre grain de sel, c'est le cas de le dire, puis vous mettez quelques gouttes de jus de citron ou de vinaigre, vous rajoutez les transporteurs. Vous touillez un peu et bon, vous avez apparemment une eau déjà de bonne qualité. Ensuite, oui, une petite parenthèse sur la dureté de l'eau. Alors la dureté de l'eau, c'est le taux de calcium, magnésium, donc ça va former du tartre. Et tous les gens raisonnent en termes géographiques, le grand public, mais le plombier. Et j'ai dit non, vous avez faux, monsieur. Ce n'est pas simplement sur la zone géographique. Parce qu'on me dit, bah, à Rennes, il n'y a pas de problème avec la dureté de l'eau. Je dis, comment ça, il n'y a pas de problème? C'est pour ça qu'on a, dans le logement dont je suis locataire, c'est pour ça qu'au bout de 15 ans, on a cassé les murs pour remplacer toutes les tuyauteries, parce qu'il restait une mine de stylo à billes pour le passage de l'eau, avec simplement 18 degrés. Donc on mesure la dureté de l'eau au robinet, pas simplement selon la zone géographique. Je vous explique. En Bretagne, on n'a pas d'eau dure, calcaire, puisqu'on est sur du schiste ou du granit. Donc c'est une eau très acide et agressive pour les tuyaux. Donc quand il la potabilise, il rajoute du calcium et du magnésium. Et ça se mesure, et c'est 18 degrés français. Montpellier, c'est 45. Alors, vous imaginez que la résistance d'une machine à laver à Montpellier tient beaucoup moins longtemps qu'à Rennes. Hein. C'est le tartre, c'est les cheveux rêches, c'est la peau rêche, etc. Donc le tartre, c'est un sacré problème et ça se mesure hein, en degrés français. Donc à Rennes ou à Redon, ça doit être à peu près la même chose, on est à 18 degrés français. Bon, je vais passer là-dessus pour me centrer sur les filtres à eau, pour être à peu près dans les temps. Donc c'est un énorme problème. Bon, il y a les résines échangeuses d'ions. Alors si vous voulez un contrat avec les voleurs qui vous les vendent, je ne vais pas citer une marque pour ne pas avoir de procès, mais vous le trouverez facilement. Donc là, vous avez un contrat à vie. Hein. Alors là, donc ces résines-là, elles vont pomper les ions calcium qui arrivent dans le bac, là, et vont libérer du sodium à la place. Elles captent le calcium et le magnésium et elles libèrent le sodium. Sinon, tous les autres systèmes, pardon, les aimants, les électroaimants, c'est un sacré problème parce que pour avoir, je pense, assez bien fait le tour de la question, ben, il n'y a pas de solution efficace à bas prix, ça n'existe pas. Il faut compter 700, 800 € pour avoir un détartreur. Alors, qu'est-ce que font, à part les résines qui retiennent le calcium et le magnésium, qu'est-ce que font certains aimants quand ça marche bien, hein, ou électroaimants? Eh bien, c'est qu'ils transforment la nature des ions calcium. Je vous explique. Ils le transforment d'une manière qui est incrustante en une manière qui n'est plus incrustante. Donc le calcium existe toujours. Hein. Je vais vous donner une image, vous allez comprendre. Qu'est-ce qui fait la différence chimiquement entre une mine de crayon gris, une mine graphite et un diamant? Chimiquement, c'est du carbone pur. Il n'y en a aucune. Qu'est-ce qui fait la différence? C'est que dans le diamant, les atomes de carbone sont parfaitement alignés en réseau et que le graphite, c'est complètement désordonné. C'est la seule différence. Les deux sont du carbone pur. Et bien là, aimant, électroaimant, vous transforme la forme incrustante qui est la calcite en une forme qui n'est plus incrustante, mais qui existe toujours dans l'eau, qui est l'aragonite. Voilà. Mais c'est un problème, la dureté de l'eau, qui impacte à peu près tout le monde. Hein. Alors, technique de filtration, j'arrive déjà au temps. Je vais me centrer sur le charbon actif et l'osmose inverse. Si c'est un problème de bactériologie, ben on a les ultraviolets et on a éventuellement les sels d'argent
mais pas trop souvent parce que vous allez complètement flinguer la flore utile de votre microbiote, hein, à consommer de l'argent colloïdal tous les jours. Vraiment, c'est une grave erreur. Les adoucisseurs, je viens d'en parler rapidement. Puis rassurez-vous, si ça va trop vite, si c'est trop dense, vous pourrez toujours me téléphoner pour en parler plus largement si vous le souhaitez. Alors, les offres de filtration, je vais être assez rapide, ils sont de 3 ordres. Soit vous avez du charbon actif en granulé, c'est pour ne pas nommer les carafes Brita, par exemple. Soit vous avez du charbon actif dit frité, compressé, c'est-à-dire qu'on recuit la poudre de charbon. Et soit la filtration se fait avec la pression du réseau, vous voyez, un deuxième à gauche ici. Vous voyez, il y a un petit tuyau blanc, c'est la pression du réseau qui fait que l'eau passe à travers la colonne de charbon actif frité. Et puis vous avez à droite des filtres avec du charbon actif frité, mais gravitaire. C'est-à-dire qu'on met l'eau et on laisse la gravité faire. Donc je me dis qu'a priori, sans en avoir la preuve absolue, la gravité, ça doit être plus efficace. On laisse au filtre la capacité de jouer son rôle. Et puis on a l'osmose inverse, et on va y revenir. Alors, commençons par le charbon actif. C'est une substance extraordinaire, hein, pour pomper plein de polluants, de déchets. Vous avez mal au ventre, vous ne vous posez pas de questions. Il y a une chose à faire, c'est prendre du charbon pour pomper les toxines bactériennes, par exemple. Alors, le charbon, il va retenir les polluants en surface. C'est-à-dire qu'en français, il adsorbe. Quand ça passe à travers, ça absorbe, qu'un B. Quand ça reste en surface, ça adsorbe. Donc, le charbon actif adsorbe les polluants. Et la différence entre granulé et frité, et poudre, ben, vous l'avez illustré avec les ballons rouges. Le granulé, c'est les gros, et les autres, c'est les petits. Donc, quand vous micronisez, ben, vous multipliez le rapport surface-volume par 100 ou plus de 100. Hein, vous voyez, la poudre 149 surface-volume et le granulé 14. C'est un facteur 100. Hein. Donc forcément, ça absorbe beaucoup plus de polluants. Bon, je vais passer là-dessus. Alors, je vais vous parler d'abord du charbon actif frité. C'est-à-dire que je vous mets tout sur la table, je vous dis ce que moi je préfère, mais souvenez-vous que votre bien le plus précieux pour moi, c'est votre libre arbitre, c'est notre libre arbitre. C'est moi qui décide. Voilà, on donne de l'information. Alors, d'abord du charbon actif, passant par la pression. Intéressant, mais vous voyez qu'on a une liste qui n'est pas forcément complète, puisqu'on a les résidus de médicaments, d'hormones, la bactério, certains métaux lourds, mais on n'a que les pesticides solubles dans l'eau, polaires. Parce qu'il y a des pesticides qui sont apolaires, qui ne sont pas solubles dans l'eau. Ensuite, on a le charbon actif granulé, Brita pour ne pas le nommer, ou Doulton, par gravité. Et au final, on a le charbon actif frité, gravitaire, Berkey. Alors Berkey, moi j'ai fini par me dire, et il reste un débat par rapport à l'osmose, hein, j'ai fini par me dire, moi je prends les performances d'un système sur le prix, calculé sur 5 ans. La durabilité, combien de temps ça dure, et le côté pratique. Et là, je me suis dit, j'ai un osmoseur, j'ai mis quand même le prix, je suis très satisfait, mais je ne suis pas autonome.
Si je déménage, il faut faire venir le plombier pour l'enlever. J'ai une maintenance de 130-150 € par an. C'est sûr que j'ai une eau très très purifiée que j'aime bien, enfin que je reminéralise. Mais le jour où ma membrane sera morte, je déciderai de donner les supports et j'achète un Berkey. Pourquoi? Parce que les performances, c'est l'analyse la plus complète au monde, y compris par rapport à l'osmose que j'ai vue. C'est 136 substances, 15 métaux lourds, 40 pesticides, 53 composés semi-volatiles, 17 résidus médicaments et produits pétroliers. Voilà, ça c'est pour les performances. Le prix, c'est autour, ça dépend des modèles, autour de 300 €. Bon, ensuite, il y a la durabilité, c'est 12 ans. En 12 ans, je n'ai pas de maintenance, je suis autonome, je l'amène avec moi en vacances. Je mets de l'eau de pluie dedans pour éviter qu'il y ait du calcaire. Bon, ça c'est mon choix. Je ne vous demande pas de le partager forcément. Et si on fait un calcul par rapport à tous les autres systèmes, moi je me dis, pour moi, la messe est dite, quoi. Mais j'ai un osmoseur, comme je vous le disais, et ça me va aussi très bien. L'osmose, c'est, il est vrai, la méthode la plus aboutie en termes de filtration de toutes les techniques sur la planète, hein. Une membrane d'osmose ne vous laisse passer en théorie que les molécules d'eau. Donc vous avez une eau débarrassée de tous les polluants. Ça, c'est objectivement vrai. Seulement, ce n'est pas le même prix. Seulement, il y a une maintenance. Seulement, je dois faire venir un plombier. Voilà. Donc, quand on vous présente différents systèmes, différentes techniques, moi, j'aime bien un argumentaire de comptable. Un comptable, il y a une colonne plus, mais il y a aussi une colonne moins. Vous me présentez un système, vous me présentez un raisonnement, oui, dites-moi où sont les limites, où sont les inconvénients, il y en a forcément. Ou alors vous n'êtes pas honnête et vous me cachez des choses. Donc vous voyez, on met tout sur la table, en raisonnant de manière comptable, avantages, inconvénients pour chacun des systèmes, votre budget, et puis après, à vous de décider. Ça ne va pas être le même public qui va acheter un Berkey ou qui va acheter un osmoseur, hein. Donc pour moi, même en tant que distributeur, je dis des gens qui vendent des osmoseurs peuvent très bien vendre des Berkey, ce ne sera pas la même clientèle. Or, c'est toujours l'opposition. Voilà. Alors, je vous présente rapidement, et puis le reste, je vais arrêter, hein. L'arrivée d'eau est là. On a un premier filtre, ça c'est l'osmose, hein. On a un pré-filtre qu'on dit un sédiment, c'est-à-dire qui arrête des boues très fines. Alors ça, je peux vous dire que quand il le change une fois par an, la cartouche vierge blanche immaculée, elle est marron foncé, hein. Ensuite, on a un premier charbon actif, derrière le pré-filtre, au sédiment. La membrane d'osmose, deuxième charbon actif, et puis soit un réservoir, soit vous la faites couler directement au robinet. Donc moi, j'ai eu un réservoir 10 ans, j'en ai eu marre, je l'ai fait enlever. Et c'est au robinet, c'est 5 litres à la demi-heure. Je me suis acheté une jolie Dame Jeanne, vous voyez ce que c'est? Et je collecte 5 litres. Et je rajoute un peu d'acide humique et des minéraux dedans, voilà, pour avoir une eau de qualité. Mais comme je suis connu aussi pour les histoires de dynamisation, mais je vais passer rapidement. Par contre, je vous dis, si vous n'avez pas tout compris, si vous reste plein de questions, c'est pas grave. Si vous pouvez toujours m'appeler, j'y répondrai volontiers. Donc je me suis intéressé dans la nature de l'eau, premier au monde à décrire, en me disant il y a des gens qui dynamisent l'eau. À la Lucchini, il y a des gens qui dynamisent l'eau. Vous vous rendez compte?
Et ils font des vortex, ils mettent de la lumière, ils mettent de l'information. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Bon, d'abord, je les ai recensés, et puis j'en ai sélectionné une quarantaine. Bon. Et surtout, j'en ai testé. Ceux qui sont en jaune. La bouteille Flasca, la carafe Aladin, des Vajal. Alors, je vais vous donner un ou deux exemples, parce que c'est un peu particulier, hein. Qui connaît ou s'intéresse au système de dynamisation? Ouais, c'est une personne sur 20 et encore. Bon, en gros, ce que vous devez retenir, c'est que vous pouvez très bien simplement d'abord filtrer votre eau. Ça, sanitairement, pour moi, ça va de soi. Ensuite, pour la restructurer ou la dynamiser, je ne sais pas trop le terme qu'il faudrait y mettre. Ben, simplement, si elle est très pure, un grain de sel et quelques gouttes de jus de citron et remué, vous restructurez votre eau. Hein. Mais vous pouvez aussi la soumettre à des techniques de vortex, du mouvement, à de la lumière, à des informations électromagnétiques, à d'autres systèmes, à part le mouvement, certaines énergies subtiles. Alors voilà. Donc je me suis dit, ça, il faut que j'arrive à le tester. Et comment je teste la qualité d'une eau? Eh bien sur le vivant. Les normes de l'eau devraient reposer sur des tests biologiques. Oublions la physico-chimie, les sondes, les machins. Si je veux caricaturer ce que disait la table, je m'en contrefous de connaître le taux de glyphosate que j'ai dans mon urine ou dans mon eau. Ce qui est intelligent et pertinent, c'est de savoir ce que ça fait sur mes cellules du foie ou mes neurones. Donc les normes sur l'eau devraient reposer d'abord sur des tests biologiques, sur des cultures cellulaires humaines, sur des modèles in silico, sur des modélisations. On sait faire aujourd'hui. Voilà, donc à part filtrer l'eau, le reste, eh ben, j'ai trouvé le jeu de mots qui va. C'est pas à moi de vous dire ce qu'il faut boire. Hein. Parce que c'est votre goût, les informations que vous avez, les questions que vous vous posez, qui sont les plus essentielles. Voilà, en résumé, des filtres, ben moi j'ai choisi charbon actif frité et j'ai choisi le gravitaire. Alors je vais vous montrer quand même, tant pis c'est pas grave, ah oui c'est dommage, ben oui mais il me faudrait du temps. Donc j'ai mis au point un test de microbiologie. Donc j'ai trouvé l'oiseau rare au bout de 5 ans, je désespérais, hein. Les labos s'en foutent complètement, en me disant, est-ce que je peux tester la qualité d'une eau sur des bactéries, 2 bactéries, une bactérie pathogène de mon microbiote intestinal, mais aussi une bactérie utile. Et oui. Pourquoi? Ben, le microbiologiste, il a 45 ans d'expérience. Lui, il a fait, je ne sais pas combien de milliers de profils bactériens à partir de selles humaines. Donc il travaille à partir du microbiote fécal. Et il voit les déséquilibres qu'il y a et à quel... comment dire, les sources possibles. Des histoires d'intolérance alimentaire. Donc on va essayer de corriger d'abord par des aliments avant peut-être de prendre des probiotiques. Bref. Et je lui dis, ben ça, est-ce qu'on peut appliquer ça à l'eau? En me disant, encore une fois, évaluer la qualité de n'importe quelle eau, c'est d'abord des tests biologiques. Pas la physico-chimie qui ne fait que compléter. Alors, avec le microbiologiste, c'est simple. On a choisi un pathogène, Escherichia coli, une souche d'Escherichia coli qui est pathogène. Elles ne le sont pas toutes, heureusement, hein, parce qu'on en a des milliards. Et une bactérie utile, un lactobacille plantarum.
qu'on trouve dans les probiotiques et bien sûr les légumes lacto-fermentés. Donc on cultive ces deux bactéries et vous voyez, elles se développent et en haut, ce que j'ai entouré en rouge, on a une phase plateau. Elles ont atteint l'optimum. Après, si on continue, elles vont décliner, elles auront comment dire, utilisé toutes les substances nutritives et elles n'auront plus rien à manger, elles mourront. Alors, quand on est dans cette phase-là, il fait un prélèvement et il va diluer avec 2 eaux. C'est-à-dire que c'est la même eau au départ, filtrée, donc celle-là c'est le témoin, il n'y touche pas. Et cette même eau, il l'utilise et il va la soumettre au système pour dynamiser l'eau. Il met en culture, dans des boîtes de pétri, 48 heures au chaud à l'étuve, et ensuite on compte le nombre de colonies formant unité. Et alors là, je vais vous donner que le premier exemple, on en est à peu près à la 12e eau testée. Je vais faire court, on est tombé de l'armoire à chaque fois. C'est quelqu'un qui a 45 ans d'expérience en microbiologie, je peux vous dire qu'il est sacrément pointu. Il s'appelle Bernard Berthet, il est sacrément pointu. Il m'a dit comment une onde de forme, carafaladin, une fleur de vie, peut impacter une culture bactérienne. Et moi, mon raisonnement, il est simple, c'est de dire que tous les scientifiques, beaucoup de scientifiques raisonnent complètement bizarrement, c'est des Sherlock un peu. Ils vous disent, monsieur, il n'y a pas d'effet, les phénomènes n'existent pas si vous ne pouvez pas m'expliquer comment ces effets sont produits. Et je leur réponds, attendez, vous êtes en train de me dire que la foudre n'existait pas avant Benjamin Franklin? Oh! L'aspirine, peut-être la molécule la plus connue en pharmaco. Bayer, je crois, l'a synthétisée en 1893, j'ai retrouvé la date. Un siècle après, dans les années 80, on sait, et encore très partiellement, pourquoi l'aspirine est anti-fièvre, antidouleur, anti-agrégante plaquettaire. Donc ça veut dire que pendant un siècle, on n'aurait pas dû utiliser l'aspirine parce qu'on ne sait pas comment ça marche? Non, les faits d'abord. Les faits d'abord. Même si je ne peux pas expliquer, je constate. Voilà. Même si comprendre comment ça marche, c'est satisfaisant intellectuellement. J'aimerais bien savoir comment ça marche. Mais je refais, il se passe quelque chose, quoi. Voilà. Donc là, vous voyez, alors je l'ai nommé, la fontaine Mélusine, qui est un système violet-bignant, hydrogène, qui produit de l'hydrogène dans l'eau, un disque qui s'appelle Eau-Sens, la carafaladin, la voilà ici en haut, un peu à droite, le disque qui est il n'est pas connu, Cantis Drink, c'est un polymère avec des informations, je ne sais pas, c'est secret du fabricant, comment un disque polymère souple avec des informations influence une eau et impacte une culture bactérienne. Les faits sont têtus. Et c'est fait en triple exemplaire, donc on sait, le microbiologiste sait de quoi il parle. Alors, bref, en gros, vous verrez ça parce que c'est sur mon blog. Déjà 10 heures. Bon, voilà, c'est le test microtoxo. Et en fait, à la 12e, voilà, moi je me suis dit, il y a 3 catégories. Il y a des systèmes de dynamisation qui ont un potentiel antibiotique que j'appelle indifférencié, c'est-à-dire qui inhibent autant le pathogène que la bactérie utile. Il y en a qui ont un pouvoir antibiotique différencié qui inhibe la pathogène mais qui ne touche pas à la flore lactique. Attention, trop d'antibiotiques allopathiques, trop de propolis, trop de phytothérapie, trop d'argent colloïdal, trop d'huile essentielle, pas trop souvent, pas trop longtemps. Vous allez détruire votre flore lactique.
Ça, Bernard Berthet, il me dit, c'est pas trop souvent, pas trop longtemps. Parce qu'une fois que ça fait son job, eh ben, il faut arrêter, quoi. Voilà. Et puis, troisième catégorie, ben, la pierre d'eau vive, par exemple, bon, ça n'a pas beaucoup d'action antibiotique, ni sur le pathogène Escherichia coli, ni sur la bactérie utile. Vous verrez ça sur mon blog Quand boire. Alors là, on en a jusqu'à l'aube. Hein. On a toutes les théories possibles. Boire le matin, la température compte aussi. Il y a des gens, Bernard Berthet me dit non, tu bois, pour moi, tu bois l'essentiel pendant les repas. J'ai comment ça, pendant les repas? Ben oui, parce que tu as des enzymes qui s'appellent des hydrolases. Et c'est normal que de boire l'essentiel pendant les repas. Combien boire, je vais passer là-dessus, mais c'est aussi très très variable. Il y a des gens qui disent, bon, ben moi, ça fait 10-15 ans, c'était 2 litres par jour. Maintenant, je trouve l'eau dans mes aliments. Alors, je vais m'arrêter sur une dernière chose, et vraiment j'arrête. C'est qu'on peut d'abord... L'eau n'est pas la boisson la plus hydratante. Ça, c'était mesuré, c'est assez étonnant. Et si vous manquez les références, je vous les fournirai volontiers, n'ayez crainte. Mais surtout, je vais m'arrêter là-dessus, on peut mesurer l'hydratation cellulaire. Le principe est simple, il ne suffit pas de boire, et une eau de qualité, encore faut-il que cette eau pénètre dans vos cellules. Et j'ai découvert ça, ça fait quelques mois seulement. Hein. Donc c'est un médecin-chercheur, Zachary Bush, qui lui utilise des balances de bioimpédancemétrie, enfin c'est des balances qui envoient des fréquences, et il mesure ce qu'on appelle l'angle de phase. Et vous voyez, il dit l'angle de phase, et j'arrête là, il est corrélé à votre état de santé. Il va de 3,5, c'est la mort, jusqu'à 10. C'est-à-dire quelqu'un qui est en bonne santé, il a un angle de phase donné par le logiciel de cette balance-là, entre 7 et 10. Un cancéreux, il est à 4 et il est près de la mort. Et alors, comment remonte-t-il l'angle de phase? Comment réhydrate-t-il les cellules de ces patients? Il dit c'est très long, ça prend des mois. Je leur donne une eau de qualité avec des minéraux, notamment du sodium et du potassium, des acides humiques, éviter autant que se faire les polluants, les pesticides et les ondes électromagnétiques, et manger des fibres à cause de la silice organique. Je vous laisse juste mes coordonnées. Alors, je vous ai apporté quelques livres, hein. Le mien, mais le 4e état de l'eau, là, l'eau qui nous relie, et l'eau et la physique quantique de Marc-Henri. Moi, j'ai une page Facebook, La Nature de l'eau, c'est facile à trouver. J'ai un blog, lanaturedel'eau.blogspot, et mes coordonnées avec mon numéro de téléphone et mes remerciements pour votre attention.